Bienvenue dans l'Onde Curieuse sur Fréquence 7, bien sûr, consacrée cette semaine aux rencontres des cinémas d'Europe, avec aujourd'hui autour des micros deux invités, Véronique Lebris et Elisa Manoa. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, qui sont venus nous parler de quelqu'un d'assez exceptionnel et qui, hélas, est très méconnu encore en France et ailleurs aujourd'hui. J'ai parlé d'Alice Guy, une femme exceptionnelle, encore une fois, qui a inventé le cinéma et qui a eu un destin si complexe et si à la fois formidable et décevant. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Voilà. Mais il y a aussi, nous allons aussi parler du film que vous avez réalisé, Elisa Manoa, sur Alice Guy, ou à partir d'Alice Guy, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et on va commencer par ça. Voilà, votre film s'appelle donc La jeune femme et la caméra. C'est l'Alice Guy, un peu de ses débuts, j'imagine. Oui, exactement. Et je dirais que c'est avant tout un film qui nous restitue la fantaisie et la créativité de cet artiste. Oui, en fait, j'ai voulu faire ce film déjà pour lui rendre hommage, pour montrer à quel point, moi déjà, elle m'a inspirée. Parce que quand j'ai lu ses livres, quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, et puis quand j'ai commencé à regarder ses films, en fait, j'ai adoré. Et ensuite, tout en sachant son destin qui a été particulièrement, justement, comme vous le disiez, tragique, j'ai été révoltée par tout ça, on va dire. Et, quoi oui. Et j'ai eu envie de m'intéresser plus en profondeur sur ses débuts, justement, et comment est-ce qu'elle avait eu l'idée, en fait, de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais réaliser, en fait. Et donc, comment c'est devenu la première femme réalisatrice, comment c'est devenu la première réalisatrice tout court, d'ailleurs. Et donc, j'ai voulu déjà rendre hommage au cinéma, on va dire, en montrant, elle, comment est-ce qu'elle avait eu l'idée, les inspirations, et aussi comment est-ce qu'elle a décidé de créer son équipe pour pouvoir réaliser son film. Donc, prendre un peintre à côté de chez... En réalité, elle a trouvé un peintre qui habitait à côté de chez elle pour peindre un grand drap derrière en termes de décor. Moi, j'ai utilisé un ami à elle. Ensuite, elle est allée voir Gaumont, elle lui a demandé sa caméra, elle lui a demandé un lieu qu'il pouvait lui prêter. Et donc, c'est à travers ça que j'ai voulu lui rendre hommage, surtout, déjà pour diffuser ce film. Donc, je suis contente qu'il soit sélectionné ici, enfin, qu'il soit diffusé ici. Et donc voilà, j'espère qu'il sera vu et qu'on pourra montrer, que les gens soient intéressés pour voir surtout La Fée aux choux, le vrai film d'Alice Guy. On a, je pense, en fait, avec le succès du film The Artist, beaucoup de personnes qui se réintéressent de nouveau à l'expression première du cinéma, c'est-à-dire des films en noir et blanc, sans forcément en fait avoir de paroles sonores. Et je pense que le succès de The Artist fait que beaucoup de personnes replongent dans les archives, dans les archives sonores, et je pense qu'on n'a pas fini de redécouvrir un petit peu des pépites et surtout de les réattribuer aux bonnes personnes, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, après tous les mouvements qu'il y a eu dans le cinéma, je pense que les MeToo, les female gaze y ont contribué. Et du coup, on a commencé à se réintéresser aussi au fondement du cinéma en premier, comme d'ailleurs dans toute la culture en général. On se rend compte que toutes les femmes aussi ont été effacées. Et donc, on s'intéresse à savoir qui a créé ça, comment est-ce qu'on en est arrivé ici. Et justement, Alice Guy en est un exemple flagrant, puisqu'elle a inventé un tas de procédés du cinéma, comme les gros plans, la colorisation. Elle-même a fait des effets spéciaux. On a vu des making-of. Et on se rend compte qu'il faut réattribuer aux bonnes personnes. Pour situer, en fait, dans le film, en fait, on nous parle de Louis Feuillade. Et moi, j'ai vu des films qu'on me dit, ah bah ça, c'est un film de Louis Feuillade. Et en fait, je suis sûr que c'est un film d'Alice Guy, puisque à l'époque, en fait, il avait été attribué par défaut à ce monsieur. Et malheureusement, non, c'est un film d'Alice Guy. Et il y a même encore des DVD qui sortent qui malheureusement, il y a l'erreur, quoi. Voilà.
Il y en a beaucoup des erreurs, parce que en fait c'est difficile vu qu'il n'y avait pas de générique en fait à cette époque-là, mais ce serait pas étonnant que certains films de Louis Feuillade soient effectivement d'Alice Guy, puisque c'était son assistant. En même temps, ça ne veut pas dire que lui n'a pas travaillé dessus non plus en fait. La même chose s'est passée à propos de la musique noire, où énormément de compositeurs de blues se sont fait voler le fait qu'ils, leur création. Oui, alors dans une interview, vous dites j'ai voulu lier mon univers au sien. Vous avez un peu répondu, mais est-ce que vous pouvez développer ? Oui, en fait, la première chose, c'est que quand j'ai découvert Alice Guy, je me suis rendu compte qu'elle avait fait son premier film à mon âge. À l'époque, j'avais 23 ans et je me suis dit, oula, j'ai jamais réalisé de film alors que j'en ai envie. Et elle a pu le faire à son époque. Donc aujourd'hui, moi, comment je peux faire pour lui rendre hommage et en même temps rentrer en contact avec elle. Et c'est surtout pour ça que j'ai utilisé le noir et blanc, parce que je voulais utiliser ce qu'elle avait en fait. Et je trouve qu'en plus, le noir et blanc était particulièrement beau à cette époque. On a des vraies teintes. Enfin, j'adorais toute l'esthétique qu'il y avait avec ça. Et en même temps, jouer avec notre époque en mettant des détails. Je voulais laisser les tags qu'il y avait sur les murs. Je voulais que son style vestimentaire soit particulier. Je l'ai habillée en costard quand elle travaille chez Gaumont, parce que je voulais pas qu'elle soit en robe. Enfin, c'était tout un jeu qui s'est créé comme ça. Où ensuite, surtout la séquence finale, quand on voit Alice Guy qui est en train de filmer et qui donc rentre dans son univers à elle, quand on rentre dans son mental, là on arrive en couleur pour aussi lier les méthodes d'aujourd'hui. Enfin, c'était un vrai dialogue entre le passé, le présent, ce qu'on a et ce qu'elle avait elle. C'est une espèce de fondu enchaîné métaphorique que vous avez fait. Oui, j'ai voulu faire me servir de toutes les méthodes qui pouvaient exister. Et c'est pour ça que quand on arrive en couleur, je voulais mettre une sorte de patchwork pour montrer que maintenant aussi on a des effets spéciaux qui sont un peu plus évolués qu'elle, enfin à son époque, et tout en montrant ce qu'elle aussi utilisait. Parce que du coup, j'ai fait beaucoup de références avec des gros plans, avec une dame sur le marché enceinte qui vole un hareng, avec tout un tas de procédés. Oui, c'est ça. Oui. On a le son, mais non, je pense qu'on va le passer tout à l'heure, le son. Oui, voilà. Quand on attaquera sur le film proprement dit de Pamela Green. Voilà, exactement. En tout cas, ce petit film noir et blanc, l'avantage peut-être à une époque, c'est que maintenant, quelquefois, il va y avoir des gens qui vont se poser, qui vont dire « Oh là là, quelquefois, le film long, quand c'est court comme ça, condensé, ça a le mérite de toucher au but directement. » Et vraiment, voilà, Alice Guy, on va continuer la conversation là-dessus. Vraiment une personne à redécouvrir. Avant d'en venir, excusez-moi, je ne vous ai pas laissé répondre. Non, allez-y. Non, je voulais simplement ajouter que j'ai beaucoup aimé dans mon film, avant qu'on passe proprement au film d'Alice Guy, à proprement parler, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil qu'il y a dans votre film. Par exemple, à un moment, elle s'arrête et observe une statue d'homme, puis on voit une statue de femme très différente, ça ressemble à du Botero, peut-être que c'est ça d'ailleurs, dans le style. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces deux plans, par exemple ? Oui, alors le premier plan, donc oui, c'est j'ai tourné dans le jardin des Tuileries, et donc oui, c'est un homme un peu désespéré. Je trouve que ça fait référence à toute la suite de son histoire. Et ensuite, la deuxième statue, c'est Médée. Et je trouve que ça, je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a fait écho avec Alice Guy, dans le sens où, je sais pas, la figure de Médée, une femme très forte qui se fait aussi briser par son mari. Et je sais pas, il y avait une sorte de revanche que je voulais mettre en lien avec Alice Guy. Et je trouvais intéressant, effectivement, toutes ces références dans ces statues, sans parler, justement, parce qu'on est sur du muet. Et donc, il fallait que j'arrive à percuter en un plan. D'accord. Très bien. On peut enchaîner. On écoute maintenant donc en fait un son. Alors hier, moi j'ai vu le film sur Alice Guy. Donc le film, on l'a pas dit, mais il s'appelle Be Natural. Voilà, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et il y avait des jeunes donc d'un lycée qui étaient là. J'ai demandé en fait à leur professeur si je pouvais recueillir une petite réaction et écouter la réaction de ce jeune que j'ai enregistré. Voilà, prenez le casque.
Dis-moi ton nom. Et puis, Pichon Maurice Liam. Voilà. Et le lycée ? Honoré d'Urfé. Les premières impressions sur ce film ? Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de personnes qui trouvent ça long. Moi j'ai pas trouvé ça du tout long. Enfin, je trouve que ça nous prend assez bien. Et de toute façon, l'histoire de cette meuf, elle est incroyable de toute manière en fait. Elle est incroyable pourquoi ? Elle est incroyable parce que remonter jusque là-bas, personne n'avait entendu. Enfin moi, j'essaie de m'intéresser le plus possible au cinéma. Et comme ils disent au début, plein de grands cinéastes, jamais entendu parler de cette Alice Guy. Et ça, quand on retrace toute son histoire et voir tout ce qu'elle a fait, tout ce qui lui a pas été accordé, et voilà, c'est impressionnant. Il y a tout un penchant du cinéma qui a voulu éclipser les femmes et tout leur mérite, en fait. Pourquoi, ton avis ? Comme ça parce que c'est cool d'avoir le pouvoir, en général, et qu'on n'aime pas trop le partager. Voilà. En effet, voilà. Alors, j'aimerais parce que le temps qui nous est imparti était là très limité, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle du film de Pamela Green. Ce film, Véronique Lebris, qui est d'une énorme densité, d'une grande originalité formelle, c'est la première chose qui frappe, non ? Oui, enfin, l'intérêt c'est quand même qu'il retrace. C'est une enquête, c'est une enquête de la réalisatrice pour repartir sur les traces d'Alice Guy en France et à la fois aux États-Unis, puisque c'est la seule pionnière du cinéma qui a eu une carrière très conséquente en France et une autre partie de sa carrière aux États-Unis qui était aussi conséquente et aussi importante. Et donc voilà, c'est bourré d'informations, donc d'où la densité. Moi, je connaissais déjà très bien Alice Guy quand je suis allée le voir, mais j'ai quand même appris des choses, donc c'est quand même à plusieurs niveaux. Mais oui, bon, en tous les cas, il a le mérite d'exister, il a eu le mérite de la remettre aussi, de contribuer au fait qu'elle soit remise sur le devant de la scène, et en plus que ça interpelle des personnes importantes comme Robert Redford ou Jodie Foster, enfin qu'il y ait un certain écho qui soit donné à sa vie en tous les cas, plutôt que de travailler tous chacun dans notre coin à essayer de la faire sortir du placard, mais on a du mal à le faire quand même, il faut être honnête. Oui, alors peut-être une réserve sur ce film qui par ailleurs est passionnant. On voudrait ne rien perdre, mais franchement ça va trop vite. Il y avait là assez de données, archives, interviews pour faire au moins 2 films. À votre avis, pourquoi ça n'a pas été le cas ? Parce que c'est un premier film et que la réalisatrice a voulu tout mettre dedans. Moi, c'est marrant, le reproche que je lui ferais, c'est qu'il n'y a pas d'émotion en fait. On n'a pas. C'est un peu froid. Oui, voilà, c'est un peu froid et qu'elle est tellement justement elle a peur d'oublier des choses, etc. Et en plus, vous n'avez pas vu la version longue que j'ai vue quand la première fois, mais qui était aussi indigeste en fait. Enfin, indigeste dans ce. Trop roborative. Il y avait beaucoup de gimmicks, beaucoup de choses comme ça, et franchement, la version courte est quand même plus intéressante parce que la densité était constante en fait. Bon, voilà. Mais bon, écoutez, il existe, voilà. On se contente de ça. Il y a beaucoup d'informations dedans, effectivement. Donc, il y a matière à le voir plusieurs fois, si jamais on s'intéresse au destin d'Alice Guy. Et ça laisse aussi la perspective à d'autres talents plus jeunes, comme Elisa, par exemple, de faire un film un peu plus... elle est beaucoup plus dans l'évocation, dans la poésie, Elisa, quand elle parle d'Alice Guy. Oui, tout à fait, donc, oui. voilà. Donc, il faut, faut multiplier les tours d'approche. Exactement. Voilà. Donc, c'est très bien. Il y a cette base-là qui est vraiment bien renseignée. Et puis après, maintenant, on s'en émancipe et on fait des choses qui sont plus proches de la personnalité d'Alice Guy, qui était très poétique quand même aussi. Ouais. Dans le film, en fait, ce qui peut-être manquer, c'est justement, on parle de la vie d'Alice Guy, on retrace un petit peu tout ça, mais je trouve que ça aurait été bien de remettre un petit peu le contexte historique, et notamment quelque chose, moi, qui a pu me manquer, c'est qu'à un moment, on évoque un petit peu les suffragettes, ces femmes qui avaient vécu un petit peu la guerre 14-18, qui avaient dû prendre les rênes des entreprises parce que les hommes étaient au front, et qui, au bout d'un moment, ce qui est logique, ont demandé à avoir de la reconnaissance, quoi. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y avait pas un petit peu cet aspect dans le film, quoi, parce que c'est ce qu'Alice Guy a manqué au bout d'un moment. Elle a été accaparée par des hommes qui ont dit maintenant c'est nous qui avons les rênes et que voilà. Moi, je ne partage pas tout à fait votre analyse. En fait, il faut quand même déjà se dire que Alice Guy a pu faire
ce qui est déjà bien, en fait. Hein. Donc, elle a... alors, après, on peut critiquer Gaumont qui ne lui a pas accordé la reconnaissance tardive, mais en tous les cas, il l'a laissé faire, il l'a autorisé à faire, et elle a fait beaucoup. Donc, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si elle n'en parle jamais non plus du contexte vraiment historique. En fait, elle était jeune fille, elle avait 22 ans, ce qu'a dit Elisa tout à l'heure, et puis elle a vraiment foncé, elle était douée, elle a refoncé quand elle était aux États-Unis. Elle en parle un peu dans ses films, elle parle beaucoup du contexte social dans ses films, mais je n'ai pas l'impression... les suffragettes, c'était en Angleterre, c'était en plus avant, en fait. En 1903. Voilà. Après la guerre de 14, elle l'a vécue aux États-Unis, donc c'était pas du tout la même façon de voir non plus. Donc, est-ce que la remettre dans le contexte social, historique plutôt Oui, ça va encore plus rajouter de contenu. L'important, c'est de parler d'Alice Guy. Voilà. Alors, j'aimerais que vous commentiez certains éléments du film. Quelqu'un dit dans le film, je cite de mémoire, « Comment avoir ce sens du cinéma quand il n'y avait pas de cinéma ?» On peut aussi dire le contraire, me semble-t-il. À l'époque, il n'y avait pas tout un corpus d'œuvres cinématographiques reconnues. Donc, on était peut-être plus désinhibé, on redoutait moins le regard de ses pairs, puisqu'il n'était pas encore là, non ? Alors, tu veux répondre ? Oui, je peux dire quelques mots. Oui, c'est intéressant. Oui, voilà. Moi, je pense que Alice, elle était fille de libraire. Oui. Et donc, elle a toujours été plongée dans les romans. Elle en a énormément lu. Et dans ses mémoires, justement, elle explique qu'elle a vécu au Chili parce que son père avait une librairie au Chili. Et donc, elle a fait un trajet quand elle était toute petite de France pour aller au Chili. Et en fait, pendant tout son voyage, elle s'est imaginé beaucoup de choses. Enfin, elle était très imaginative. Et elle explique qu'elle imaginait des ours polaires, des choses. Enfin, elle a toujours été déjà elle avait une personnalité très, très créative. Et en plus, avec cet entourage aussi de romans, je pense que quand elle a vu l'objet qu'était le cinématographe, elle, en le voyant, s'est directement imaginée créer des histoires avec cet objet-là. Et en plus, elle avait une volonté de montrer ce qui se passait à son époque. On peut le voir avec justement son premier film avec des acteurs qui étaient noirs. Et justement, elle s'est battue pour les avoir, quitte à refuser certains acteurs célèbres blancs. Elle a aussi montré des films plutôt féministes avec les résultats du féminisme. Enfin, on voit qu'elle avait un besoin de montrer son époque actuelle dans ses films. Et elle était baignée dans tout ça, dans la créativité, dans le besoin de... Oui, d'accord, mais vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas de corpus cinématographique, c'est plutôt libérateur, moi, je pense. Moi, je pense que c'est elle qui l'a créé, en fait. On ne lui attribue pas, mais c'est elle qui l'a créé. En fait, c'est elle, finalement... les purs et durs de l'histoire du cinéma sont... Comme il la considère pas, de toute façon, il l'intègre pas, mais en fait, c'est elle qui a inventé la grammaire du cinéma actuel. Donc, voilà. Oui, est-ce que ça n'était pas confortable, justement, puisque personne n'avait rien fait avant? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu la chance d'être là au bon moment. Voilà, bon, ça c'est sûr, mais c'était pas dit non plus qu'elle soit capable d'inventer ce que ça allait devenir. Or, elle avait ce talent-là. Et c'est pour ça que c'est visionnaire. Oui, complètement visionnaire. Et c'est pour ça que c'est incompréhensible qu'on ne la reconnaisse pas à la hauteur de ce qu'elle a apporté, puisque c'est elle qui a défini ce que devenait le cinéma. C'est pas les Frères Lumière. Hein. Les Frères Lumière, ils ont inventé les machines et ils ont eu l'idée d'avoir ces opérateurs qu'ils ont envoyés dans le monde entier. Donc, ils ont diffusé le cinéma. Ça c'est vrai. Mais elle a inventé le matériau du film, la façon dont on structure la grammaire du cinéma. C'est elle qui a inventé ça. Elle est au cinéma ce qu'Homère est à la littérature. On peut dire ça, ouais, peut-être, effectivement. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'elle s'est coupée ou peut-être quand elle demandait à avoir des besoins pour réaliser ses films, le fait d'évoquer certains sujets, il y a des personnes qui se disent « Oh là là, il faut se méfier de cette personne ». Elle parlait justement des premiers noirs, des premiers féministes, des choses comme ça. Là, elle a dû avoir des gens qui lui ont dit « Mais qu'est-ce qu'on a dû être effrayés en se disant… » Je pense c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est passé tout ça. Mais je pense qu'elle avait une personnalité tellement forte qu'elle avait besoin de parler de ce dont elle avait envie de parler. Et rien ne l'a empêché. Quand, justement, pour parler de ce film-là, je crois que c'est
Alanis Monet. Alanis Monet. Elle avait décidé de faire ce film avec une moitié d'acteurs blancs, une moitié d'acteurs noirs. Et on lui a dit non, en fait, nous, on est blancs, on se mettra du charbon sur la tête, il n'y a pas de souci. Et elle a dit non, en fait, moi, je veux ces personnes-là, donc si vous ne voulez pas faire le film, il n'y a pas de souci, ne le faites pas. Mais dans ce cas-là, je vais faire mon propre casting. Et je pense que c'est sa personnalité aussi qui l'a fait se démarquer de tout ça. Où vous avez raison, c'est sur les historiens. Je pense que dans son époque, moi, c'est passé. Mais en fait, à partir du moment où on a commencé à écrire l'histoire du cinéma, c'est-à-dire dans les années 40, en fait, c'est les propos qu'elle a tenus à travers ses films, les héroïnes qu'elle a mis en avant, qui sont plus des héroïnes que des héros. Hein, c'est plutôt les femmes, ces personnages principaux sont des femmes en général. Ça n'a pas plu aux critiques, en fait. Alors, c'est peut-être inconscient, mais en tous les cas, ils n'ont pas... Je pense qu'ils ont effacé... Ça a beaucoup contribué à effacer C'est le livre de Georges Sédoul, non ? Je crois. Mais il n'y a pas que lui, en fait. Il n'y en a aucun. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le film, c'est que la finance vient se mêler et il y a un gros consortium qui se crée au niveau de la diffusion des films. Et après, en fait, chaque réalisateur doit payer en fait quelque chose pour que son film soit diffusé, ou alors est obligé d'aller là je crois qu'ils partent au niveau de la Californie pour pouvoir réaliser ses films comme il l'entend. Ça, c'est la création d'Hollywood, mais elle était... En fait, il y avait un consortium, effectivement, qui était lancé par Edison et qui avait un monopole sur... Parce que ça, c'est quand elle est aux États-Unis. Dans la banlieue de New York, c'était la première localisation donc, de la Solax et même de l'industrie du cinéma américain. Voilà, et Edison a imposé ce monopole. Et en fait, effectivement, il y en a beaucoup qui sont partis pour échapper au monopole en Californie. Ce qu'elle n'a pas fait, parce qu'elle était tellement puissante qu'elle n'avait pas besoin. Voilà, elle n'avait pas besoin d'eux. Et la Solax rapportait tellement d'argent. Alice Guy, c'est quand même la femme la mieux payée des États-Unis quand elle était à la tête de son studio. Elle était tellement puissante qu'elle n'avait pas besoin de fuir. Mais ça a été aussi sa perte, parce que finalement, toute l'industrie s'est déplacée en Californie et elle a raté ce tournant-là. Ouais. Et alors, il y a cette phrase que j'aimerais vous soumettre. C'est Alice qui dit ça dans une interview réalisée en 1957. Elle cite Louis Gaumont, qui, en réponse à son souhait de se voir confier des projets de film, lui répond, Gaumont lui répond « Oui, en effet, c'est une affaire pour une jeune fille ». C'est admirable. Oui, c'est admirable, effectivement. Ça, je veux dire, mais en même temps, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, ce qui était très important, c'est l'ingénierie. Hein, c'est l'époque des FEL, c'est l'époque de la création des caméras. Eux, ce qui comptait pour Léon Gaumont, c'est pas le contenu des films, c'était les machines, en fait. Comme les Frères Lumière. Ils ont juste compris qu'en mettant des films dedans, ils vendaient mieux leurs machines. C'est ça le principe, en fait, au départ. Donc, finalement, lui, qui est à la limite des documentaires, des fictions, effectivement des bluettes à l'intérieur de ces caméras, il s'en fichait. Sauf qu'elle a eu cette vision très tôt que si on mettait des fictions, c'est-à-dire des histoires qu'on racontait aux gens, plutôt que de montrer leur quotidien, finalement, ils allaient plus facilement vendre leur caméra parce qu'il y aurait un attrait du public, en fait, pour les histoires qu'on racontait. Et en ça, elle a eu tout à fait raison. Et puis après, ça s'est transformé, effectivement. Donc maintenant, on parle même plus des machines ou quasiment plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu, en fait. C'est donc les films et c'est la fiction qui a pris le dessus sur le documentaire, sans conteste. Hein. J'ai aucun mépris pour le documentaire, c'est pas du tout ça. Mais c'est cette vision qui est extraordinaire de cette jeune fille, de cette jeune secrétaire, qui a tout compris à ce que ça allait devenir, peut-être sans en avoir complètement conscience, mais elle a tout compris, oui, effectivement. Alors, plus loin, parce qu'il y a beaucoup de trucs très amusants dans ce film, plus loin dans le film, quelqu'un déclare « Si on lui a donné sa chance, c'est-à-dire si on a donné sa chance à une femme, c'est ce qu'on pensait que le cinéma ne ferait qu'un feu de paille. » Ça laisse pantois. Je sais bien que ces gens-là, leur intérêt économique était ailleurs. Mais enfin, je veux dire, un peu d'imagination quand même. Ils n'étaient pas idiots. Oui, mais peut-être que les hommes sont idiots. Non, les hommes ne sont pas idiots, mais c'est difficile de savoir ce que ça va devenir. Regardez, il y a quand même plein de gens, quand les ordinateurs sont arrivés, il y a plein de gens qui ne croyaient pas à ça. Hein, et qu'on dit, non, finalement, le numérique, on n'y croit pas. Donc, Je crois même qu'il y avait des pancartes aux États-Unis avec écrit « Ni chien, ni cinéaste ».
devant des portes. Ouais. Ouais. Je sais C'était que vraiment- Méliès, quand il a vu la projection des Frères Lumière, la première projection, immédiatement, il est allé les voir, il voulait à tout prix acheter la machine. Lui, il a compris, mais dans les secondes qui ont suivi. Oui, mais parce que lui, vous parlez de Méliès? Oui. Oui, parce qu'il était magicien et que lui, il a vu un potentiel directement d'un objet qui pouvait l'accompagner et l'aider C'était pour son créer. job. Voilà. Ils lui ont pas vendu, d'ailleurs. Non, il a refusé, Ouais. bien sûr. Bien sûr, il a bien fait d'ailleurs. On peut comprendre pourquoi. Enfin, économiquement, ça avait un sens. On avance dans les questions. Et voilà. Il est bon de rappeler que ce film, on peut le voir samedi, donc aujourd'hui à 17h au Navire. Mais il y a encore des choses à dire, on a encore un peu de temps. D'accord. Oui, moi je voulais vous demander, là, du point de vue esthétique de les films d'Alice Guy, son style, elle aborde des sujets qui tournent souvent autour de la problématique concernant les femmes. C'est pour chez elle, vous l'avez dit déjà d'ailleurs, une source d'inspiration majeure, n'est-ce pas ? En fait, c'est un peu le principe des auteurs-réalisateurs. Ils parlent de ce qui les concerne et elle, évidemment, comme c'était une femme, elle parle des femmes. Mais comme c'était la seule, c'est la seule à en parler aussi, en fait. Mais oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu as à dire sur l'esthétique et sur le... Mais Oui, elle a fait des films de femmes, mais je trouve aussi qu'elle était... Quand elle était aux États-Unis, elle a fait beaucoup de films de cow-boys, de Far West. Elle n'était pas uniquement dans cette esthétique de films de femmes. Enfin, c'est quand même un terme qui est très large, je trouve. Mais après... Oui, mais alors justement, au niveau de l'esthétique, on a parlé du contexte. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant. Vous avez dit qu'elle avait lu beaucoup de romans, donc c'était quelqu'un de cultivé, évidemment, avant même de commencer. Parce que voilà, quand on voit ces films où les hommes jouent des rôles de femmes et les femmes jouent des rôles d'hommes, ou encore le film sur la femme enceinte, c'est extrêmement en avance. Enfin, c'est avant-gardiste. C'est assez conforme à ce que a fait Jarry, par exemple, le père Ubu, et en même temps, ça préfigure ce que vont faire après elle les dadaïstes et les surréalistes. Elle avait un sens de la provocation assez remarquable. Moi, je m'étonne que ce film n'ait pas choqué, d'ailleurs, vu les mentalités de l'époque. Si, il a choqué, il me semble. Mais je crois d'ailleurs que la fin a été imposée par Gaumont des résultats du féminisme, si je dis pas de bêtises. je sais pas, ça. Il me semble que j'avais entendu que justement, elle l'avait arrêté au fait que les femmes étaient dans le bar et Gaumont avait demandé à ce que les hommes re-rentrent à la fin. Enfin, ça a été demandé à être ajouté. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord, elle s'inscrit un peu dans une filiation à cette époque-là. Oui, elle est un peu iconoclaste et puis elle a beaucoup d'humour, elle a même un petit esprit un peu grivois. Mais moi, je me méfie des interprétations parce que je pense qu'on est beaucoup plus politiquement correct à notre époque qu'à d'autres époques. Voilà. Et quand on lit, par exemple, sur les années 20, les femmes étaient... Alors, n'avaient pas les droits qu'on a, ça c'est sûr, mais elles étaient beaucoup plus émancipées, beaucoup plus libres dans leur comportement que maintenant. Donc, c'est difficile à savoir à cause de ça, en fait, parce qu'il faudrait vraiment bien connaître le contexte de l'époque. Mais c'est vrai qu'elle s'en sort beaucoup par l'humour, quand même, c'est systématique. Et elle s'aperçoit aussi que c'est un outil pour transmettre le cinéma. Et parce qu'elle décide à un moment de parler justement de la passion du Christ et peut-être justement de faire découvrir un autre moyen de faire découvrir peut-être la religion aux personnes. C'est la première à avoir fait ça en plus. Ouais. Je ne sais pas si son but c'était ça, mais comme elle était très littéraire, en fait, elle a beaucoup décliné des œuvres littéraires ou elle avait cette démarche-là, voilà, ses sources d'inspiration. Donc la Bible, c'en était une, évidemment. Ouais. Surtout que c'est très spectaculaire, donc en plus on peut faire beaucoup d'effets spéciaux avec la Bible. Donc, c'est parce que surtout elle avait acheté un livre qui était très beau à l'époque, je me rappelle plus du nom de l'auteur. Mais... On a encore un poil de temps, il y a vraiment quelque chose, j'aimerais que vous commentiez. Vous dites dans une interview, le problème de l'histoire du cinéma, c'est qu'il n'a pas été écrit par des historiens, mais par des critiques. Oui, ce qui veut dire qu'il y a une approche assez subjective en fait, de l'histoire du cinéma et des critiques hommes, parce que c'est quand même ça. Et du coup, je pense que sans en avoir forcément conscience, je les accuse pas directement comme ça, mais quand même... C'est un complot.
Non, c'est pas un complot. En fait, ils n'avaient pas conscience. Je crois que les films de Alice Guy ne les intéressaient pas, justement, parce qu'ils mettaient beaucoup en avant des problématiques de femmes, en fait. Le fait d'être enceinte, la maternité, même si c'est une maternité plutôt joyeuse et rigolote. Justement, l'inversion des rôles, tout ça. Donc, c'était un peu critique et eux ne s'identifiaient pas, parce que c'est quand même une des démarches principales du cinéma, c'est de s'identifier aux héroïnes. Et du coup, plutôt que de faire l'effort, en fait, de relater quand même l'importance qu'elle avait eue dans l'histoire du cinéma, ils en ont juste pas parlé, en fait, tout simplement. Ce qui est donc une façon effectivement radicale et très douloureuse d'effacer, d'effacer quelqu'un. Et surtout de nier en fait que le public est quand même mixte, quoi. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, certaines personnes ont attribué certains de ces films à d'autres réalisateurs, donc ils s'y intéressaient pas, mais pourtant ils avaient le moyen de dire. Mais je crois que c'est La Fée aux choux d'ailleurs qui a été retardée dans le temps et en plus attribuée à la mauvaise personne. Oui, il y a qui existe encore, d'ailleurs. Il y a une espèce de mauvaise foi sur Alice Guy qui est terrible parce que, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il y a beaucoup d'hommes encore qui sont soi-disant spécialistes de l'histoire du cinéma, etc., qui refusent d'attribuer la Fée aux choux ou de considérer que La Fée aux choux, c'est la vraie première fiction de l'histoire du cinéma. Alors ça on ne sait pas pourquoi, il y a des blocages là-dessus. Et donc, ça peut être que de la mauvaise foi, parce que toutes les données sont là, en fait. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté là-dessus. Et ça va assez loin, parce que, par exemple, on ne veut pas qu'il y ait de recherche universitaire sur Alice Guy non plus. Donc, il y a des blocages qui sont vraiment très... On ne veut pas, c'est délibéré ? J'ai rencontré une jeune fille qui voulait faire sa thèse sur Alice Guy. On lui a répondu « Ah, mais Alice Guy, encore !» Il n'y a jamais eu une seule thèse en France sur Alice Guy. Donc c'est de la mauvaise foi, ça ne peut pas être autre chose, en fait. Ouais. Ça va venir, je ne sais pas. Il y a une réflexion de Langlois, d'ailleurs, dans le film, qui revient à dire « bof ». Ouais. Ah oui, lui, il ne l'aimait pas du tout, ça c'est vrai. Et ça, c'est sûr que ça a contribué aussi à l'effacer. Ouais. Un mot sur le titre « Be Natural ». Ah, bien sûr. Vas-y. Dans ses studios, Alice Guy avait un grand panneau avec écrit Be Natural. Et en fait, c'est parce ce qu'elle souhaitait avant tout, c'est que ses comédiens soient naturels dans leur jeu. Puisque à l'époque, on en faisait des caisses quand on jouait. Et elle, ce qui l'intéressait, c'était la vraie personnalité de chaque personne. Quand elle voit un enfant, elle veut que l'enfant joue comme il aurait réagi dans sa vie. Et donc, c'est ce qui apporte aussi un charme à ces films et de la sensibilité aussi. C'est très vrai. J'aimerais surenchérir sur ce que vous dites. Les enregistrements de l'époque, que ce soit les enregistrements de films ou les enregistrements audio, je me rappelle avoir entendu un enregistrement d'Apollinaire récitant le pont Mirabeau, ça donne « Sous le pont Mirabeau ». C'est terrible, quoi. Et parce que c'était le théâtre qui était quand même l'art noble. Et elle, une des choses aussi qu'elle a compris, c'est que le cinéma, c'était pas du théâtre, alors qu'elle avait fait un peu de théâtre. Donc elle a compris que... La spécificité. L'emphase du théâtre n'allait pas aller avec la caméra. Même si on faisait pas on faisait pas de gros plans à l'époque encore, elle a fait ça un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'elle a imposé à ses acteurs, parce qu'elle voyait en fait que la caméra, ça faisait une sorte de distorsion. C'était quelque chose en fait qui était entre le jeu de l'acteur et le spectateur, et que ça allait aller contre que l'emphase allait aller contre la fluidité du récit, la fluidité du film. Voilà, effectivement. Est-ce qu'on va enfin rendre hommage, non pas rendre hommage, rendre justice à cette femme un jour ? Je pense que c'est en cours. On peut le voir. Vous y contribuez tous les deux, c'est évident. Oui, mais c'est excitant en plus. Je donne un petit exemple, mais cette semaine, je suis allée à l'avant-première du film L'événement, qui était présenté par le collectif 50-50, avec une présentation de Véronique à distance qui avait écrit un petit mot. Et Véronique avait sélectionné 3 films d'Alice Guy qui ont été projetés en amont de la séance que je suis allée voir. Donc oui, je pense que c'est en cours. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut d'abord que le nom soit connu. Donc moi, j'ai créé un prix pour que son nom circule en fait chaque année. Donc ça, c'était au moins qu'on l'entende en fait, que même si on ne sait pas trop qui c'est, mais au moins que son nom devienne familier. Après, ce qui est difficile à faire, c'est d'emmener les gens pour aller voir ces films parce qu'ils ne la connaissent pas assez. Mais ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et ce dont on est sûr quand on a vu ces films, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent parce que les films sont vraiment bons, quoi. Sont vraiment forts, sont vraiment... Elle avait vraiment du talent. Ça, c'est on peut les voir.
Et ben c'est ça la difficulté. Voilà. Donc, Mais où est-ce que vous les avez vus, vous ? Moi, je les ai vus en faisant des recherches assez poussées, effectivement. Mais le principe du prix, c'est aussi de montrer ces films, en fait, et de les montrer, comme le prix, c'est récurrent, c'est chaque année. Donc, je montre des films à chaque fois qui sont différents. Et quand le collectif 50-50, qui est beaucoup plus puissant, en fait, que le prix Alice Guy que j'ai créé, le collectif 50-50, c'est tout ce mouvement qu'il y a eu après MeToo en France pour faire bouger les lignes dans le cinéma. Donc, c'est un gros collectif. Il y a au moins 2000 personnes qui sont là, etc. Et puis, elles ont vraiment une caisse de résonance qui est puissante. À force de venir en fait au prix, elles ont eu l'idée maintenant de faire des avant-premières et elles m'ont demandé de montrer des films d'Alice Guy systématiquement. Donc ça va se diffuser, les gens vont commencer à connaître et puis ça va bouger. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu des films, en fait, des livres, mais c'est difficile une fois que le film est sorti, une fois qu'il a touché son public, qui est parfois un peu réduit parce que justement, elle n'est pas assez connue. Et il faut amplifier la caisse de résonance d'une autre façon. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire ce prix. Je me suis dit, au moins, on en parlera chaque année. Voilà. Alors peut-être pas beaucoup, mais ça va venir comme ça. On parlait tout à l'heure des acteurs en fait avec lesquels elle a pu jouer, enfin qui ont pu jouer dans ces films. Est-ce que ça peut pas être un biais justement de dire c'est là où tel acteur ou tel acteur a commencé en présentant les premiers films. Malheureusement, ils sont plus connus ces acteurs-là. Ils sont plus connus. Non. Après, il y a peut-être des collections comme Retour de Flamme ou Lobster pourraient faire des DVD spéciaux, non ? Ils ont fait, mais avec une mauvaise foi qui hérisse le poil. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Voilà, bon, on pourrait en continuer des heures. Je rappelle que ce film, on peut le voir cet après-midi au navire à 17h. Ces films, il y en a 2. Ces films, voilà. Derrière, donc, il y aura le film d'Elisa Manoa. Et voilà, que dire, un petit mot en plus sur le film. C'est raconté par Jodie Foster, qui est une actrice américaine un petit peu engagée produit quand par même. Robert Redford aussi. Et on pourra vous écouter à l'issue de la projection, n'est-ce pas ? Effectivement, et merci de faire un focus sur Alice Guy, parce que vous aussi, vous contribuez à votre façon à... C'est la moindre des choses, voilà. J'ai envie de dire. Ben oui, mais c'est ça. Surtout que dans votre librairie, il y a aussi la BD. Exactement, c'est ce que d'Alice Guy. j'allais dire. C'est très chouette On aussi. peut retrouver à la librairie des rencontres le DVD ainsi que le dernier livre qui est sorti de Catel et Bocquet, qui est un roman graphique. Ce sont les mêmes qui ont réalisé Kiki de Montparnasse. Voilà. Merci. Merci et beaucoup. Merci. Rendez-vous pour une autre émission Voilà. sur les rencontres des cinémas d'Europe.